Payne Creek Village est un lotissement calme et arboré, où l'on se sent en sécurité. Pas le genre d'endroit où on s'attendrait à trouver une scène de crime. Le 6 août, j'ai reçu un appel me disant de me rendre dans la commune de Lake Orion. C'est une sorte de station balnéaire centrée autour du lac. Le taux de criminalité y est relativement bas. On est entré dans l'appartement et on a rapidement fait le tour des lieux. Manifestement, il avait été mis à sac. Ça ressemblait à un cambriolage ou à un simulacre de cambriolage. Il manquait des bijoux. On a remarqué un vide à l'endroit où aurait dû se trouver le répondeur. J'ai trouvé ça étrange. J'ai découvert un corps couché face contre terre. Il avait été poignardé à plusieurs reprises. C'était très violent. Il y avait du sang partout. Le nombre de blessures et leur emplacement, dans le dos, dans la poitrine, au ventre, au visage, tout indiquait qu'il s'agissait d'un crime pulsionnel. Il avait des blessures importantes au niveau du front, apparemment faites avec un objet en métal. On l'avait frappé tellement fort que ça lui avait ouvert la tête et qu'il avait des traces de peinture noire sur le crâne, comme le montrent les photos de l'autopsie. La personne qui avait fait ça haïssait Kevin. Kevin Boyd donnait volontiers de son temps et de son argent. Il avait 2 commerces. Il vivait dans un appartement modeste avec son fils de 16 ans, Kevin Jr. Kevin Jr. vivait chez son père, alors on l'a interrogé. Il nous a dit qu'il avait passé la nuit à la Pier, dans le mobil-home de sa copine, et qu'il avait fait la grasse matinée sur son canapé. Il a ensuite décrit ce que faisait généralement son père le vendredi soir. Il s'installait devant la télévision, ouvrait une canette de bière et s'endormait dans le fauteuil. Kevin Jr. était décomposé. Il donnait des coups de pied un peu partout. Il était hors de lui. Mais je n'arrivais pas à savoir si c'était sincère ou s'il jouait la comédie. Le jour du meurtre, le petit Kevin m'a proposé d'aller déjeuner avec lui et j'ai accepté. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment il allait gérer les magasins à 2 millions de dollars de son père. Sachant que son père venait d'être tué, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Les résidents sont sidérés par le meurtre de Kevin Boyd, 42 ans. Il a été retrouvé au rez-de-chaussée de son appartement samedi matin, poignardé à de multiples reprises. Un ami de mon frère m'a appelé en disant « Ton frère a été tué ». Je ne comprenais pas. C'était pire que ce qu'on voit à la télé. À l'intérieur, il y avait des traces de mains ensanglantées. Il avait essayé d'atteindre la porte. C'est génial. Ça fait 30 ans que je n'avais pas revu ça. Merci. Il n'était pas du genre à soigner son look. C'est quoi, un cartable? Je retourne pas à l'école. Il était très facile à vivre. Tout le monde l'appréciait. C'était un bout en train. Il aimait sociabiliser. Il adorait les gens. Kevin devait avoir une vingtaine d'années quand il a rencontré Lynn. Au bout d'environ 1 an, ils ont décidé de se marier. Et ils se sont fait construire une maison ici, à Lake Orion. Ensuite, Kevin a ouvert un commerce. Lake Orion Rental était une société de location de matériel de chantier. Petit à petit, elle s'est agrandie. Et il a décidé d'ouvrir Parties to Go, un second magasin dédié à la location de costumes et d'accessoires de fête. C'est là que le petit Kevin Jr. est arrivé.
Mon frère était aux anges. Je peux vous garantir que personne ne comptait plus à ses yeux que le petit Kevin. Ça se voyait qu'il était toute sa vie. Kevin devait avoir 11 ans quand ses parents ont divorcé. Comme toujours, la justice a confié la garde à la mère. Et donc, le petit Kevin vivait avec Lynn. Je crois que Lynn n'a jamais eu d'instinct maternel. Ce n'était pas dans sa nature. Il était là, alors elle s'en occupait. Comme elle avait l'enfant, c'est évidemment elle qui a gardé la maison. Ça a dû être dur pour mon frère. Il a pris un appartement, mais il est resté près de la maison, de façon à pouvoir voir son fils régulièrement. J'ai toujours eu l'impression qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Lynn passait déposer Kevin chez nous pour que ma mère le garde. Elle discutait un peu avec ma mère, ignorant le petit Kevin, puis elle partait sans même lui dire au revoir. Elle ne lui disait jamais qu'elle l'aimait, rien de ce genre. Il n'y a jamais de meurtre à Lake Orion. Alors quand on découvre qu'un entrepreneur bien connu a été retrouvé mort et qu'on l'a poignardé 21 fois, tout le monde est à cran. Les proches et les employés s'efforcent de continuer à faire tourner les affaires. Mais ils sont stupéfaits par le meurtre du propriétaire de 42 ans, Kevin Boyd. Il n'y avait aucune trace d'effraction dans l'appartement, ce qui nous a amené à penser qu'il avait laissé entrer quelqu'un. Il était évident que la personne qui avait fait ça connaissait la victime. C'était un meurtre ciblé. Qui ça pouvait être? Je ne lui connaissais aucun ennemi. On commence toujours par interroger le cercle des proches, avant de l'élargir petit à petit. On soupçonnait un mobile crapuleux, et le nom de Don Lucarelli a surgi. C'était le gérant de Lake Orion Rental. Tout le monde l'appelait Guido. On m'a demandé si ça pouvait être Guido. J'ai répondu, c'est possible. Je n'y crois pas, mais après tout, ils sont associés, et je ne sais pas comment vont les affaires. C'est Kevin Jr. qui a dit qu'étant italien, Don Lucarelli était possiblement lié à la mafia et avait peut-être engagé un tueur à gages. J'avais du mal à croire que ce gamin à l'air angélique puisse élaborer une telle théorie. Mais quand on a interrogé Lynn, elle a également mentionné Don Lucarelli. Elle a dit aux policiers, « Vous devez l'interroger ». Ils m'ont demandé de me soumettre à un polygraphe. Pourquoi pas? Je n'avais rien à cacher. Entre le moment du meurtre et celui du polygraphe, on aurait dit qu'il s'était passé une éternité. Et donc, je suis allé passer le test. Ils m'ont branché et ça a commencé. Ils m'ont posé plein de questions. Moi, j'étais là, je regardais l'aiguille. À la fin, ils m'ont dit, « Vous avez réussi haut la main ». Après avoir interrogé M. Lucarelli, nous étions tous convaincus qu'il n'était pas impliqué. Ça ne lui rapportait rien, les deux magasins étaient en difficulté financière. En réalité, la mort de Kevin ne faisait qu'aggraver la situation de M. Lucarelli. Lynn m'appelait toujours Guido. J'imagine que c'est elle qui m'a pointé du doigt. Le jour du meurtre, Lynn a débarqué au magasin en demandant le chèque de pension alimentaire que Kevin lui versait chaque semaine. C'était vraiment bizarre de s'occuper de ça, alors que son ex-mari venait de mourir. La police m'a demandé si je voyais quelqu'un qui aurait pu vouloir du mal à Kevin. Et j'ai tout de suite pensé à Lynn.
La première fois que j'ai vu Lynn, c'est quand Kevin l'a ramené à la maison. Il n'aurait pas pu être plus différent. Kevin parlait fort, il aimait faire la fête, rire et plaisanter, alors que Lynn préférait rester assise dans son coin et regarder les autres. On avait l'impression qu'elle ne se livrait pas. Elle restait sur son quant à soi. Je ne sais presque rien à son sujet. Ni moi, ni personne d'autre. Une hippie déambulant dans les rues avec sa guitare en bandoulière. Voilà l'image que j'ai d'elle. C'était pas quelqu'un d'heureux. Elle était toujours un peu éteinte, pas vraiment débordante de vie. Kevin semblait heureux en ménage. Je crois qu'il l'aimait sincèrement. Pendant tout le temps où ils ont été mariés, je n'ai jamais vu Lynn travailler. Kevin se sentait obligé de lui garantir un certain style de vie. Il travaillait comme un acharné. Mais je ne crois pas que ça le dérangeait. J'ai une lettre dans laquelle le petit Kevin me raconte leur réveillon de Noël. Son père était devant le sapin, il mettait les décorations, et Lynn est arrivée en disant « Je veux divorcer ». Il disait que son père l'avait regardé en disant « Mais Lynn, c'est Noël ». Il ne s'y attendait pas du tout. Ça l'a bouleversé. Je dirais même que ça lui a brisé le cœur. Elle n'a rien dit à Kevin, mais je suis sûre que Lynn a décidé de divorcer parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était gay. Kevin ne l'a appris que bien plus tard. De toute façon, il n'aurait pas pu faire grand-chose. On ne devient pas hétéro avec une thérapie de couple. Je m'appelle Lynn Dott et je suis une des ex de Lynn Boyd. Lynn et moi, on s'est rencontrés après son divorce. Quand elle a quitté Kevin, elle avait peur qu'il apprenne qu'elle était gay. Dans les années 90, on était moins tolérants qu'aujourd'hui. On a emménagé ensemble, Lynn Boyd, Kevin Jr., mon fils et moi. Ils étaient étonnamment proches. Beaucoup de parents sont proches de leurs enfants, mais là, c'était autre chose. Elle était très en demande. C'était elle et lui contre le monde. Ils ne faisaient rien l'un sans l'autre. Ils ne nous incluaient pas dans leurs conversations, mon fils et moi. Ils étaient tout le temps en train de faire des messes basses. L'argent était souvent source de tension à la maison. Son ex-mari ne devait surtout pas savoir qu'on était en couple. Elle était sans doute un peu parano, parce que s'il obtenait la garde, il n'aurait plus besoin de lui donner de l'argent. C'était le petit Kevin qui la faisait vivre avec sa pension alimentaire, ce qui explique peut-être en partie pourquoi elle était si proche de lui. Au moment du divorce, c'est Lynn qui a eu la maison. Mais elle ne l'a pas gardée longtemps. Est-ce qu'elle l'a vendue ou perdue? Je ne sais pas. Kevin arrivait au magasin. Il ouvrait le chéquier et il la payait. Chaque fois que je levais la tête, il était en train de faire un chèque à son ex-femme. L'argent filait à toute allure. Lynn était contrariée de ne pas avoir récupéré une des sociétés de Kevin. Elle estimait avoir été spoliée. Nos rapports se sont dégradés. Au bout d'un an, j'ai mis un terme à notre relation. Le jour où on a enterré Kevin, Lynn et Kevin Jr. ne sont même pas venus. Plus tard, j'ai découvert qu'ils étaient au registre du comté où ils essayaient de faire mettre le magasin de location à son nom à elle.
Le comportement de Lynn Boyd dans les jours qui ont suivi le meurtre a attiré l'attention des autorités. Elle a rapidement mis son nez dans l'affaire. Elle voulait gagner de l'argent. Très peu de temps après, le gérant du magasin, Don Lucarelli, a démissionné. Et il est parti. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis parti parce que cette situation me mettait mal à l'aise. Elle vendait les machines et liquidait petit à petit notre parc matériel. Lynn Boyd a aussitôt mis la main sur ces 2 magasins sans observer la moindre période de deuil, ne serait-ce qu'une semaine, une journée, 1 heure ou même 1 minute. Tout son comportement ne faisait qu'accroître encore et encore la suspicion à son égard. À ce moment-là, elle vivait avec sa nouvelle compagne, Julie, à Ferndale. Julie et Lynn étaient très différentes. Elles étaient vraiment mal assorties. Lynn était petite et timide, alors que Julie... Lynn n'ouvrait pas la bouche sans regarder d'abord Julie. Souvent, Julie répondait à sa place. Pour ma part, elle ne m'inspirait aucune confiance. Elle dégageait quelque chose de déplaisant. Ce qui était aussi très bizarre, c'est que Julie conduisait le bateau de mon frère. Qui portait la culotte, là? Plus le temps passait, plus nos soupçons se portaient sur Lynn Boyd. On l'a donc à nouveau interrogée. Elle a déclaré qu'elle avait passé la soirée chez sa copine. Elle s'était loué un film ou 2 et était restée au lit jusqu'à 9 h le lendemain matin. Quand on a parlé à sa compagne, elle a confirmé son histoire. À l'époque, malgré nos soupçons, on n'avait rien de solide. Quand j'ai été appelé sur la scène de crime, j'ai remarqué un vide à l'endroit où aurait dû se trouver le répondeur. Plus tard, le répondeur a été retrouvé à l'arrière d'une camionnette, mais il nous a été restitué sans la cassette. On a fouillé les poubelles de la maison de Ferndale où vivaient Lynn Boyd et Julie. On a trouvé cette cassette compatible avec le répondeur de Kevin Boyd, mais il n'y avait plus de bande à l'intérieur. On en a déduit que quelqu'un l'avait retirée et s'était débarrassé de la bande parce qu'il y avait un message compromettant dessus. Je dois reconnaître que je les ai espionnés. J'ai espionné Lynn et Julie parce que je voulais des réponses. Je suis allée chez Lake Orion Rental, chez Parties to Go. Elles passaient toute leur nuit là-bas. C'était très louche. Je me demandais vraiment si c'était elle qui l'avait tué. Petit à petit, les sociétés ont commencé à péricliter. Elles étaient au bord de la faillite. On a appris que Julie et Lynn Boyd ne s'entendaient plus. Leur couple était en crise. Il y avait des rumeurs qui circulaient, mais rien de concret. Jusqu'au mois de novembre, au moment de Thanksgiving. Julie Grain, qui avait fourni un alibi à Lynn Boyd, est allée au poste en disant « J'ai menti. Elle n'était pas avec moi la nuit du meurtre. » On a été contacté par la petite amie, Julie. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été tout à fait honnête avec nous. D'après elle, Lynn Boyd était sortie la nuit de l'homicide. Elle avait quitté la maison de Ferndale vers 23 h et n'était revenue qu'entre 3 et 4 h du matin. On a passé un accord stipulant que si elle disait la vérité et qu'elle n'avait rien d'autre à se reprocher que le mensonge au sujet de l'alibi, elle ne serait pas mise en examen. D'après la police de Lake Orion, Lynn Boyd refuse de coopérer depuis le début. C'est sa meilleure amie qui a peut-être aidé les autorités à résoudre l'affaire. Je suis allée voir la police parce que j'avais des idées suicidaires. Soit je me faisais sauter le caisson, soit je disais la vérité. C'était un dimanche après-midi.
Lynn Boyd a appelé le poste de police en disant qu'elle voulait se rendre. On est allé chez elle et elle a déclaré « Je veux avouer le meurtre de Kevin ». Ce soir-là, le sergent Miles m'a appelé en disant « Joyeux Noël ». C'était un code entre nous. On connaissait les coupables depuis le début, mais on se demandait s'ils arriveraient à les coincer. Quand on l'a interrogé, Lynn Boyd a dit que c'était sa compagne qui avait eu cette idée, qu'elle-même ne voulait pas vraiment, mais qu'elle avait fini par le faire. Je sais pas ce qu'elle vous a dit, mais elle l'a tué avec moi. Je ne voulais pas le faire, mais elle m'a pas laissé le choix. Julie Gray est une femme dangereuse. Elle avait le sentiment que Julie l'avait trahi en venant nous parler. Alors elle a décidé de la faire tomber. C'était intéressant. Elle reconnaissait qu'elle était sur place et qu'elle avait fait certaines choses, mais elle n'endossait pas l'entière responsabilité. J'avais une batte de baseball et Julie m'a encouragée à le frapper. Alors je lui ai donné un coup de batte de baseball. Avant que je le frappe, il a dit « Pourquoi tu fais ça ?» On lui a demandé de nous décrire les armes. Elle a mentionné un couteau et elle a aussi parlé d'une batte de baseball en aluminium noir. Plus tard, au moment de décrire le rôle de Julie, elle n'arrêtait pas de dire « il a fait ci, il a fait ça ». On avait des problèmes de couple à l'époque. Et tout à coup, il a dit « On n'a qu'à le faire ce soir ». C'était flagrant. Ça a tout de suite attiré l'attention des enquêteurs. On pensait que Lynn Boyd avait remplacé le prénom de Kevin par celui de sa compagne. Elle voulait protéger Kevin Jr. Mon fils est innocent. Je sais que Julie Gray est venue ici et qu'elle vous a dit des choses, mais c'est elle qui me harcelait. Mon fils n'a rien à voir avec tout ça. D'accord. Pendant l'interrogatoire, il m'est apparu évident qu'elle protégeait son fils, Kevin. Tous les faits étaient là, mais elle essayait d'impliquer Julie Gray à la place de son fils. La première fois qu'on a fait venir Kevin Jr., c'était très compliqué parce qu'il n'avait que 16 ans. Il nous fallait l'autorisation de sa mère pour lui parler. Kevin ne voulait pas d'elle dans la pièce. Alors on a laissé la porte ouverte et sa mère s'est assise juste à l'extérieur, hors de sa vue. Au bout d'un moment, elle s'est interposée. « Est-ce que vous accusez mon fils d'avoir tué son père ?» On a répondu qu'on lui posait juste quelques questions. Elle a aussitôt mis fin à l'interrogatoire. La relation entre Kevin et sa mère était-elle saine? Je ne sais pas. Lynn ne voulait pas d'enfant. Elle avait été très claire à ce sujet. Mais Kevin lui avait bien fait comprendre qu'il adorait les gosses. Il en voulait au moins une dizaine. Lynn a fini par décider qu'elle n'en aurait qu'un. Et Kevin s'est dit que c'était mieux que rien. Le petit Kevin avait 2 ou 3 ans de plus que moi. On a grandi ensemble, on était très proches. Je crois qu'il avait une très haute opinion de lui-même. C'était un gamin difficile. Sur toutes les photos de famille qu'on a de lui, il fait un doigt d'honneur à l'appareil. Disons que dans l'ensemble, c'était une vraie tornade sur pattes. Le petit Kevin devait avoir 11 ans au moment du divorce. Et bien sûr, son père s'est tout de suite demandé à quelle fréquence il pourrait le voir. C'était sa principale préoccupation. Il s'inquiétait à l'idée de laisser Lynn élever leur fils tout seul. Je ne l'ai jamais vu punir Kevin. J'étais catastrophée par ses méthodes d'éducation. C'était un enfant
Je crois que le petit Kevin avait carte blanche avec Lynn. Elle ne lui demandait jamais où il allait, ni ce qu'il faisait. Plus tard, il m'a raconté des trucs vraiment bizarres sur la vie avec sa mère et ses amis. Elle avait commencé à se droguer. Elle prenait des médicaments. Et tout à coup, elle a fait prescrire au petit Kevin un traitement contre l'hyperactivité. Est-ce que ça a laissé des séquelles? Bien sûr. J'ai remarqué un changement dans son comportement. Il se prenait pour un petit dur. Kevin a travaillé pour moi à l'âge de 15 ans. J'ai rarement vu un employé aussi difficile. C'était un gamin tout à fait détestable. Je ne pouvais rien en tirer. Il n'en faisait qu'à sa tête. C'est le magasin de mon père. Je sais. Mais tu dois quand même bosser. Je pense que Kevin voulait que son fils travaille pour lui. Il espérait certainement le voir prendre sa suite un jour ou l'autre. Mais on préférait presque tous ne pas l'avoir dans les pattes. Et il faisait n'importe quoi et ça nous donnait encore plus de travail. Alors on lui en voulait. Il se prenait vraiment pour le fils du patron. Il jouait les petits chefs alors qu'on avait tous plus d'expérience que lui. Il aimait bien nous donner des ordres. Voilà ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et c'était tout l'inverse de ce que nous avait dit son père. Il y avait des tensions entre eux. Kevin s'était fait virer de plusieurs écoles. Il prenait de la drogue, il fumait, il buvait et il avait de mauvaises fréquentations. Je crois que ça exaspérait son père. Il ne savait plus quoi faire pour l'aider à s'en sortir. Ça les avait beaucoup éloignés l'un de l'autre. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Il lui disait « Je suis ton père et je serai toujours là pour toi ». Il avait quelque chose à prouver, parce qu'il savait bien que Lynn disait du mal de lui au petit Kevin. Elle disait qu'il était violent et alcoolique, et le gosse la croyait. Le petit Kevin avait de plus en plus de problèmes. À un moment, il a même fait une cure de désintox. L'environnement dans lequel grandissait son fils inquiétait beaucoup mon frère, à tel point qu'il a décidé de se battre pour obtenir la garde. Au bout du compte, il a obtenu la garde. Et on sait tous comment ça s'est terminé. Il a été tué. Lynn veillait jalousement sur le petit Kevin. Elle ne le laissait parler à personne. Mais quand on empêche quelqu'un de s'exprimer, c'est pour cacher quelque chose. Après avoir démissionné, j'ai reçu un coup de fil du gamin. Il disait « Je dois faire tourner le magasin, blablabla », comme si c'était lui le patron. Je lui ai dit « Je te propose un marché. Si tu te soumets au polygraphe, je te ferai gagner tout l'argent que tu veux. » 10 minutes plus tard, Lynn m'a rappelé pour me hurler dessus et m'interdire d'adresser la parole à son fils. Je me suis dit, cette femme est dingue. Il était désormais clair que Kevin et Lynn Boyd avaient agi ensemble. La police a convoqué des gens au poste pour une nouvelle série d'interrogatoires. C'était la première fois que j'avais l'occasion de voir les photos de la scène de crime. Ils m'ont demandé si je voyais quoi que ce soit d'anormal. J'ai dit, les mégots de cigarettes. Pourquoi? Kevin ne fumait pas, il détestait ça. C'était des Marlboro rouges, des cigarettes de cow-boy. Celles que fumait le petit Kevin. On voulait vraiment interroger Kevin Jr. Il avait 17 ans désormais et je n'avais plus besoin de l'autorisation de sa mère.
On lui a montré les pièces à conviction et en gros, il a avoué ce qu'il avait fait. Mon partenaire a demandé à Kevin « Quel genre de personne voudrait tuer ton père ?» Et il a répondu à voix basse « Vous l'avez devant vous. » Je l'ai interrompu. « Kevin, tu es en train de me dire que tu as tué ton père ?» Il a dit oui. Le plus dingue, c'est que quand ils sont venus le chercher, il était assis dans un fauteuil taché de sang. Il avait gardé les meubles de son père. Il a fait des aveux très complets, avec des détails qui ne pouvaient être connus que du tueur. Il est arrivé à l'appartement où il a retrouvé sa mère. Par la fenêtre, il a vu son père devant la télé. Il a attendu qu'il s'endorme, et c'est là qu'ils sont entrés. Il a ouvert la porte d'entrée avec sa clé. Sa mère, Lynn Boyd, a pris la batte de baseball. Elle a donné un grand coup de batte à son père, qui s'est alors redressé. Le coup était très violent et lui a fendu le crâne. Pourtant, il s'est relevé. Elle l'a à nouveau frappé avec la batte, et il est tombé. Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé après. Il a dit « J'ai utilisé le couteau. » C'est-à-dire, j'ai disjoncté. Il a porté plus de 20 coups de couteau et ils étaient presque tous mortels. On a demandé à Kevin de nous faire un schéma du couteau qu'il avait utilisé, mais on n'a pas retrouvé ce couteau. Ensuite, les magasins ont déposé le bilan et tout a été vendu. La dernière machine à partir était un compresseur. Quand ils ont soulevé le compresseur, un t-shirt est tombé, avec un couteau à l'intérieur. Apparemment, c'était un t-shirt de Kevin Jr. Et le couteau correspondait au schéma qu'il avait fait. On a demandé plusieurs fois à Kevin pourquoi il avait fait ça. Il n'en savait rien. On lui a demandé qui avait eu cette idée. Il a dit que c'était sa mère. Lynn était obsédée par l'argent. Elle était cupide. Lynn savait que la convention de divorce arrivait à terme. Le petit Kevin allait avoir 18 ans. C'était terminé. Elle le savait. Le filon était tari. Sa pension allait s'arrêter. Elle ne s'intéressait qu'à l'argent. Je pense qu'elle a convaincu Kevin en lui disant qu'ils se partageraient l'argent. Kevin Jr. et sa mère étaient persuadés que les deux commerces du père, qui vivaient dans un appartement modeste de Lake Orion, valaient plusieurs millions de dollars. Il paraît que Kevin Jr. se faisait appeler le futur Rockefeller. Il aimait avoir de l'argent et beaucoup de gens le fréquentaient parce qu'ils le croyaient riche. Ils le prenaient pour une mine d'or. Personne ne savait que les deux magasins étaient au bord de la faillite. La dynamique entre Kevin Jr. et sa mère nous a en partie fourni le mobile. Lynn Boyd a cultivé une véritable haine du père chez son fils. Kevin avait des principes. Il était strict. Le petit Kevin n'avait pas l'habitude. Avec sa mère, il n'en faisait qu'à sa tête. Je pense que c'est pour ça qu'il se rebellait contre mon frère et faisait des bêtises. Il racontait que son père était violent, qu'il était alcoolique, qu'il le battait. À mon avis, c'est sa mère qui a tout inventé. Le petit Kevin a utilisé les horreurs débitées par sa mère au sujet de son père comme excuse pour expliquer son geste. J'ai une lettre dans mon dossier dans laquelle Kevin dit « Mon père ne m'a jamais frappé, contrairement à ma mère. » Il n'y avait aucun élément pour étayer la thèse des violences physiques. D'après leurs aveux à la police, Lynn Louise Boyd, 44 ans, a attendu avec son fils de 17 ans, Kevin Jr., que son ex-mari Kevin père se soit endormi dans son fauteuil préféré.
Boyd est alors entré dans l'appartement avec une clé. Lynn Boyd a été jugée en premier. Son procès a eu lieu en février 1996. Elle a admis avoir frappé son ex-mari plusieurs fois à la tête avec une batte de baseball. Au procès, la défense a affirmé qu'elle avait fait de faux aveux et que c'était quelqu'un d'autre, sûrement son fils, qui avait commis le meurtre. Pourquoi haïssiez-vous autant votre mari? A interrogé le juge. Boyd n'a rien répondu. Elle a essayé de mettre ça sur le dos du petit Kevin. Mais au départ, elle a prétendu avoir agi avec Julie Grain. On ne peut pas la croire. Elle ment depuis le premier jour. On était tout à fait convaincus que Julie n'était pas impliquée et qu'elle nous avait dit la vérité. L'affaire de Lynn Boyd était simple. C'était une adulte coupable d'assassinat. Quelques semaines plus tard, elle a été condamnée à la perpétuité incompressible. Le juge MacDonald a déclaré « Si la justice châtie, le meurtre détruit ». Ça a brisé toute la famille. Elle avait une famille, elle avait mon frère, elle avait un fils. Il ne reste plus rien. Quand Kevin a été jugé, le dossier de l'accusation s'appuyait sur ses propres aveux. Mais ils ont décidé de faire témoigner sa mère au procès. Ils l'ont laissé s'enliser dans ses propres incohérences et ses mensonges. Et je pense que son témoignage a contribué à le faire condamner plus rapidement. Le juge MacDonald a prononcé la réclusion à perpétuité. Oui, j'étais satisfaite des verdicts. Je le suis moins des suites de l'un d'eux. La loi du Michigan a changé. Les mineurs condamnés à une peine obligatoire d'emprisonnement à vie peuvent désormais faire une demande de libération anticipée. Ça m'a fait un choc quand ils l'ont laissé sortir de prison. Je ne m'y attendais pas parce que c'était un crime vraiment atroce. Tu as 42 ans, Kevin, et tu sors, profites-en. Parce que tu as l'âge qu'avait mon frère quand tu l'as tué. Il peut à nouveau se promener en homme libre. Mais son père est dans sa tombe, et c'est lui qui l'y a mis. Le petit Kevin ne mesure pas à quel point son père l'aimait. S'il l'avait mesuré, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Légalement, ils sont tous les deux responsables. Mais moralement, ce qu'a fait Lynn Boyd est bien pire. Sans elle, rien de tout ça ne serait arrivé. C'était pas une idée de Kevin. Ce n'est pas lui qui a organisé tout ça. Il était parfois manipulateur, mais c'est sa mère qui lui avait appris à l'être. C'est elle qui tirait en grande partie les ficelles. Lynn Boyd avait besoin de quelqu'un pour l'aider à tuer son ex-mari. Et elle n'a pas hésité à impliquer son fils adolescent. À cet âge-là, on a besoin d'être guidé. D'un côté, il y avait un père qui travaillait dur, lui imposait des règles et attendait certaines choses de lui. Et de l'autre, il y avait sa mère, qui ne lui interdisait rien. Dormir chez sa copine, boire, se droguer, tout était permis. Elle ne voulait pas se comporter en mère, lui enseigner la différence entre le bien et le mal. Au bout du compte, Kevin Boyd l'a payé de sa vie, et Kevin Jr. a perdu 25 ou 30 ans de la sienne. Il y a sûrement un truc au sujet de ces cartes. Ils vont devoir négocier avec papa. Est-ce que le petit Kevin avait la vie facile? Non. Lynn était une mère horrible. Mais est-ce une raison pour commettre un meurtre? Je crois que c'était en grande partie de la colère contre sa mère. C'est elle qui le maltraitait. C'est elle qui l'a plus ou moins abandonné.
Je lui en veux, c'est vrai. Pendant que lui, il fait de l'escalade ou je ne sais quoi, mon frère est toujours sous terre. Bien sûr, la vie continue. On va de l'avant, on accepte. Sauf que moi, je n'accepterai jamais. La veille de son meurtre, on a bu une bière ensemble. Il m'a dit « à demain ». Je ne l'ai jamais revu. Je ne pense pas au meurtre. Je pense à la personne. Je me demande comment ce petit rouquin, qui n'avait jamais fait de mal à personne, a pu se retrouver là où il est. Il ne méritait pas ça. Le petit Kevin et Lynn étaient toute sa vie. Il les aimait tous les deux. Je n'imagine même pas ce qu'il a ressenti quand il a vu qui c'était. Quand ça a commencé, il a dit « Pourquoi tu fais ça ?» Ce ne sont pas les coups de couteau qui l'ont tué. Je crois plutôt que son cœur s'est brisé quand il a vu qui le tuait.